Donc, bonjour à nouveau à tous et toutes. Euh, j'ai pu me connecter ce matin pour vous prendre un petit peu la température et voir un petit peu comment je suis toujours soucieuse de l'enchaînement et de ce dont on vous a dit avant pour savoir s'il faut que je rappelle des choses. Donc, j'ai été complètement rassurée par ce que j'entendais ce matin. Donc c'est bien, ça va m'aider parce qu'effectivement, la partie qu'on va aborder cet après-midi, le critical appraisal, l'évaluation des risques de biais, c'est une partie complexe. Jusqu'à présent, alors moi je représente toujours les revues systématiques en cercle parce que souvent quand on a fini de répondre à une question pico-péco, il y en a une autre qui apparaît, ou aussi par le fait qu'on peut les mettre à jour. Donc c'est parfois un processus circulaire plutôt qu'un processus linéaire. Néanmoins, ce que vous avez vu jusqu'à présent, me semble-t-il, c'est toute la partie de la formulation de la question avec les éléments pico-péco, puis la recherche de la bibliographie, le tri de la bibliographie, on a vu ce matin, Zotero, Ryan, etc. Et puis, il y a la partie cartographie systématique qui est à la Collaboration for Environmental Evidence, qui est une façon de permettre à des membres d'une équipe de revue de publier en tant que tel ce que j'appelle le paysage de la connaissance, parce que parfois, lorsque l'on pose une question pico-péco et qu'on va chercher les publications scientifiques disponibles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup et on a ce besoin de les organiser, de décrire avec des métadonnées tout ce paysage pour pouvoir presque créer une base de données que l'on va pouvoir ensuite consulter pour savoir si on fait des méta-analyses, d'autres types d'analyses et éventuellement une ou plusieurs revues systématiques à partir de ça. Donc là, on va supposer qu'on a fait tout ce travail, toute cette partie supérieure ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je l'utilise, et puis qu'on en est, vous avez votre corpus bibliographique, vous l'avez trié et vous savez que vous avez X papiers qui sont pertinents pour répondre à la question PICO ou PECO et dont vous voulez faire une synthèse. Et une caractéristique des revues systématiques, une exigence des revues systématiques, c'est de faire une évaluation de la qualité, je mets des guillemets, je vais y revenir, de chaque publication scientifique de la même façon qu'il existe des évaluations de la qualité des revues systématiques ou pas, avec un processus particulier. Donc on va voir cet après-midi cette évaluation de la qualité, comment on s'y prend. Mais déjà, quelle est la logique qui sous-tend une analyse critique? Alors, avant de vous donner quelques réponses, il y a quelque chose d'important à dire. Quand on parle d'analyse critique, ça fait peur à beaucoup de gens. Et il y a très peu de revues actuellement publiées en sciences de l'environnement qui incluent une analyse critique. Ce dont j'ai été témoin, souvent, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'on va juger les auteurs des publications scientifiques, qu'on va juger leur travail, ou alors que des auteurs de publications scientifiques ont l'impression qu'ils repassent par un processus de peer review. Alors, c'est entendable, ça peut y ressembler, et pourtant la logique n'est pas du tout celle de juger le travail ou de juger les équipes de recherche, mais c'est de repenser de façon scientifique aux résultats qui sont disponibles et dont on veut faire la synthèse. Donc pourquoi on veut faire une analyse critique? Tout d'abord parce qu'il est rare de trouver des publications scientifiques qui soient des vraies répliques les unes des autres. Au départ, les revues systématiques ont été créées en médecine et en lien avec le développement des méta-analyses. Et initialement, chez Cochrane, par exemple, ils ne prenaient que des publications avec des protocoles expérimentaux bien particuliers, les Randomized Control Trials, et ils faisaient leurs revues et leurs méta-analyses sur ces papiers-là. Et vous voyez qu'il y avait une cohérence, en tout cas, dans les protocoles de recherche. Néanmoins, il n'y a jamais de vrai réplica de manip, il y a toujours des facteurs qui changent. Donc, l'idée, c'est de tenir compte de cela ou de se questionner là-dessus. En plus, il est rare d'avoir les moyens et le temps de faire une recherche parfaite. Donc, on n'est jamais à l'abri
qu'il y ait des biais, qu'il y ait des facteurs auxquels on n'est pas pensé lorsqu'on fait une série d'observations ou une série d'expériences. Donc cette idée, c'est de rester humble en fait sur l'accès et la disponibilité des connaissances et une certaine qualité de ces connaissances, mais surtout de ne pas mettre cette question sous le tapis. Et là, je vais prendre un exemple. Alors, je suis désolée, c'est un peu flou, je pense. Donc, vous avez par exemple une liste de publications que vous avez ici dans ce tableau avec les noms des auteurs, les dates de publication, éventuellement le titre de la publication. Et puis, vous pouvez regarder les outcomes qui vous intéressent. Pour l'outcome 1, par exemple, vous allez obtenir, dans le premier papier, ils ont constaté une augmentation, dans le deuxième papier, une augmentation, dans le troisième papier, une diminution, dans le quatrième, c'est pas significatif et il n'y a pas de changement, il y a très peu de variations, dans le quatrième, etc., etc. Pour le deuxième outcome, qui est quelque chose qui est chiffrable, quantifiable, ben on peut noter, extraire ces données de ce qu'on appelle l'effect size, c'est-à-dire la variation qu'on a observée lorsque l'intervention ou l'exposition s'est appliquée à la population, on a vu quelque chose ou on a mesuré quelque chose, des outcomes, et on a pu mesurer que l'outcome il est de plus 350, plus 621, moins 153, plus 80, etc., etc. Donc on peut déjà se demander quels sont les outcomes, donc les variables mesurées qui m'intéressent, et puis en extraire soit la direction, soit l'intensité si on a quelque chose de chiffré. Donc en conséquent, vous avez deux cas de figure lorsque vous faites la synthèse. Et ici, j'utilise, et il faut peut-être que je l'introduise, je ne sais pas si vous êtes familier, une représentation graphique qu'on appelle un forest plot, qu'on utilise énormément en méta-analyse, mais que j'utilise aussi à des fins pédagogiques parce que ça me semble assez facile à comprendre. Donc ici, vous avez A, B, C, D, E, F qui sont les différentes études du tableau précédent. Et pour chaque étude, on reporte sur un graphique le sens de la direction. Donc là, on a par exemple, si à droite, on a un effet positif de l'intervention sur la population, à gauche, un effet négatif, on voit qu'ici, toutes les études montrent qu'il y a un effet positif, plus ou moins grand, du changement climatique sur la fructification de telles plantes, par exemple. Vous mettez la population et l'intervention ou l'exposition que vous voulez. Donc là, on a un cas qui nous intéresse. On voit qu'il y a un consensus dans tous les papiers qui sont retenus dans notre corpus de biblio. Et on va dire, oh ben c'est super, à chaque fois, il y a un effet positif de l'intervention sur la population. Dans un autre cas, on va avoir, et c'est assez fréquent, de l'hétérogénéité. C'est-à-dire que dans certaines études, on constate une augmentation ou un effet positif, et puis dans d'autres études, on constate un effet négatif. Et là, en général, on aboutit à des querelles d'experts, avec des gens qui disent « mais oui, ça marche, il y a un effet positif, il y a une augmentation », et puis d'autres qui vont dire « mais non, c'est une catastrophe, il y a un effet négatif ». Et pour un décideur, c'est très compliqué. Donc, ce qui nous intéresse en revue systématique, c'est bien évidemment les cas où on a des controverses. Au départ, ça a été, les revues systématiques, les méta-analyses ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi il y avait de l'hétérogénéité dans les résultats. Mais on verra que même quand on a un consensus, comme la diapo précédente, c'est intéressant de regarder la qualité des papiers parce qu'on peut avoir un consensus et avoir tort. On peut avoir un consensus et que tout soit extrêmement biaisé. Par conséquent, conclure que quelque chose fonctionne alors que toutes les expériences sont avec des hauts niveaux de biais, ça serait entraîner vers une décision qui ne serait pas appropriée ou qui serait très risquée. Donc, on va voir comment on peut faire ça. L'idée à retenir à ce stade, c'est que on pose une hypothèse. Si on fait vraiment de la science, on pose une hypothèse. Soit ce que l'on observe ici reflète la réalité. Parfois, il y a un effet positif, parfois, il y a un effet négatif. Et en quel cas, en tant que scientifique, on veut comprendre pourquoi parfois c'est positif, pourquoi parfois c'est négatif. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui varie entre ces études qui peut me permettre de comprendre cette hétérogénéité? C'est important parce que ça va accroître notre connaissance de ce qui se passe. Bien sûr, on va tester l'hypothèse nulle, que tout ceci est dû au hasard. Pour pouvoir tester l'hypothèse que ce n'est pas dû au hasard ou c'est dû à quelque chose d'important, bien sûr, si on peut faire une méta-analyse, tant mieux. Mais parfois, on ne peut pas faire de méta-analyse parce que les données ne sont pas compatibles ou il n'y en a pas assez ou pour des tas de raisons. Ce que je veux souligner ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire une méta-analyse qu'on doit s'empêcher de faire une analyse critique, parce que dans tous les cas, on va faire avancer la compréhension et la connaissance de ce jeu de données, de ce jeu de papier. Et ce qui est très important et caractéristique des revues systématiques, c'est l'exigence de poser l'hypothèse que peut-être que ces résultats que l'on observe ici sont causés en partie ou entièrement par l'effet d'un certain nombre de biais, un seul biais ou la combinaison d'un ou plusieurs biais. Donc vous voyez que on va aller très loin et c'est parce que très souvent, et en particulier en sciences de l'environnement, on a des très grandes variabilités dans les processus de recherche, dans les research design, dans la façon dont les recherches sont menées, et donc on ne peut pas poser l'hypothèse que deux points ici sont similaires parce que les conditions expérimentales, les conditions observationnelles ne sont sûrement pas les mêmes. Donc il peut y avoir des tas de choses. Et on va, si je reviens à la diapo précédente, même quand on a un consensus, on va poser la même hypothèse. Soit ce consensus, il est véridique, il est confirmé, il est significatif, donc il n'est pas dû au hasard, soit il pourrait quand même être corrélé ou voire être causé par le jeu d'un certain nombre de biais. Donc ça, c'est pour la logique qui sous-tend l'analyse critique et la démarche très très scientifique de poser une hypothèse et une hypothèse alternative avec ce rôle des biais. Une petite précision sémantique tout de suite qu'il faut bien garder à l'esprit. On fait la différence entre une erreur et un biais. Une erreur, c'est un accident. On se trompe quand on mesure, on se trompe quand on rapporte les données dans l'ordinateur, quand on les copie dans l'ordinateur, on fait une erreur de frappe, on a glissé, bref, c'est accidentel. Donc ça va créer de l'imprécision dans notre jeu de données puisqu'il y a quelques erreurs. Mais ça peut être corrigé et si on multiplie les données ou si on est plusieurs personnes à mesurer ou si on a des systèmes automatisés de mesure, on va minimiser le risque de faire des erreurs. Par contre, un biais, c'est une erreur systématique. En général, c'est involontaire parce que si on s'en rendait compte, on le corrigerait. Donc, ce n'est pas une erreur qui va être effacée par la répétition. Par exemple, vous faites une mesure avec un pied à coulisse, mais votre pied à coulisse, vous n'avez pas appris à le lire correctement, donc vous faites constamment une erreur. Ou alors, votre pied à coulisse, il est faussé, donc il a une erreur, on dit, mais il a une erreur constante de plus 5 cm, alors 5 cm ça serait grave, plus 5 mm, et du coup il va y avoir une distorsion de vos données. Donc ça, c'est pour bien garder à l'esprit que la définition du biais, c'est une erreur systématique dont on n'est pas forcément conscient. Mais on va quand même questionner l'effet de ces biais et on va voir comment. Une petite mesure de précaution, c'est que bien évidemment, dans la démarche de revue systématique, qui est un peu paranoïaque à propos des biais, eh bien, on va aussi essayer de ne pas introduire des biais dans la synthèse elle-même. Et c'est pour ça que dans toute la conduite de la revue, on prend un certain nombre de précautions, où on utilise 2 personnes pour trier, où on utilise la liste de références témoins pour tester la pertinence de notre équation de recherche. Tout ça, c'est très embêtant. On se dit, mais pourquoi tant d'efforts? En fait, c'est pour essayer de minimiser nos propres biais dans la conduite de la revue. Là, cet après-midi, on ne va pas regarder ça, même si, bien évidemment, dans le Critical Appraisal, on va essayer aussi de ne pas introduire des biais et je vais vous expliquer comment on fait. En fait, la technique, c'est d'être absolument transparent et reproductible. Et la reproductibilité, c'est un mot hyper important en revue systématique. Tout ce que vous faites, gardez-en les traces, puisqu'il faut que quelqu'un qui souhaiterait regarder votre revue puisse la refaire à l'identique. Donc ça, c'est un peu un mot-clé à garder à l'esprit.
Pour finir avec un peu la théorie, dans les revues, actuellement, on trouve trois gros problèmes et je souhaite que vous les évitiez. Je pense que pour le premier, vous allez facilement l'éviter. Le deuxième et le troisième, c'est un peu plus compliqué et il faut y être très attentif. Le premier, c'est le cherry picking. Le cherry picking, c'est quand des personnes sélectionnent de façon orientée les papiers qui servent leur cause. Ils veulent prouver qu'il y a un effet positif, donc ils vont sélectionner des papiers qui montrent qu'il y a un effet positif et ils vont en faire une synthèse. Comment vous pouvez déceler éventuellement un cherry picking? Bien, c'est si la recherche bibliographique n'est pas transparente et n'est pas systématique. Et vous avez entendu des choses déjà sur la façon de conduire une bonne recherche bibliographique. Donc, il ne faut pas qu'on puisse vous soupçonner d'avoir introduit des biais et du cherry picking dans votre recherche bibliographique et votre sélection de papier. L'autre chose que l'on voit malheureusement qui est beaucoup plus difficile à déceler, et je pense qu'on a tous fait cette erreur, il m'est arrivé de la faire moi-même, c'est ce qu'on appelle le vote counting. Le vote counting, c'est simple à comprendre, et il y aura un exemple ensuite, c'est quand on se dit, tiens, on a une hétérogénéité, mais vous voyez, de ce côté, on a 6 papiers qui disent qu'il y a un effet positif, on en a 3 qui disent qu'il y a un effet négatif, donc étant donné que 2/3 des papiers disent que c'est positif, alors c'est que généralement c'est positif. Ça sous-entend qu'on a des réplicas exacts, sinon on n'a pas le droit de le faire. Or, on trouve énormément de revues où on a du vote counting, puisque les auteurs disent dans 66% des cas, les auteurs montrent qu'il y a un effet positif de l'intervention sur la population. Ça, on n'a pas le droit de le dire si on n'a pas des vrais réplicas et si on n'a pas fait du critical appraisal et qu'on sait que tous les papiers ici se valent. Donc attention à ça, je voulais souligner ça parce que quand on lit des publications, quand on lit des revues, on va le voir assez régulièrement. Et puis bien sûr, des synthèses biaisées, c'est quand on a des revues qui sont plutôt de bonne qualité, avec une bonne recherche bibliographique, où il n'y a pas de vote counting, mais où la synthèse se fait sans tenir compte du rôle possible des biais sur les résultats que l'on observe quand on met côte à côte l'ensemble des publications sélectionnées. Donc attention à ces trois choses-là. Hops. Voilà un exemple. Je ne vais pas lire tout maintenant. Je vous l'ai mis pour que vous ayez le temps de le lire. Autant dans le début de ce papier, ça commence très bien puisqu'ils décrivent le paysage de la connaissance en disant que 27% des études ont examiné les paysages avec une matrix. OK, très bien. 54% des études décrivent telle et telle population. Ça, c'est de l'analyse descriptive qui est complètement possible. Par contre, ensuite, ils enchaînent sur du vote counting et vous voyez la première phrase. Our data show that 75% of studies emphasize the positive effects of porous patch. Donc, pour le lecteur, ah bah chouette, 75% des études montrent qu'il y a un effet positif, donc c'est que j'ai confiance. Donc, c'est que globalement, ça marche. Donc, OK, je mets un bon point à cette étude. Et ça, malheureusement, ça peut entraîner des catastrophes si, comme par hasard, 75% de ces études ont des forts biais, alors que éventuellement, ce sont les 15% des autres études ou les 25% restants qui sont des études de meilleure qualité. Alors, comment on fait en pratique? Et j'ai essayé de faire quelque chose de très, très, très pragmatique. Je vous citerai à la fin un certain nombre d'outils qui existent pour vous aider. Tout d'abord, il faut comprendre à nouveau un certain nombre de concepts, de composantes de l'analyse critique. Voilà les quatre, les quatre grandes catégories de biais ou de sources de problèmes que l'on peut rencontrer dans les papiers. Et je vais les aborder les unes après les autres, sauf le dernier, je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on regardera rapidement la précision. On a défini que la précision ou l'imprécision, c'est le risque d'erreur, le risque d'accident. Mais on peut regarder si les auteurs ont tenu compte de ça, s'ils ont pris un certain nombre de précautions ou pas du tout. Je dois dire que c'est un paramètre qui va être plus ou moins explicité dans les papiers, ça dépend de la question.
Quand on est sur de la microbiologie, quand on est sur des mesures très opérationnelles ou avec différents instruments de mesure, souvent on va avoir une préoccupation pour le degré de précision des mesures. Mais dans les sciences environnementales, très souvent, ça ne va pas du tout être précisé. Mais on va se questionner. Y a-t-il éventuellement des risques que des mesures soient faussées par des problèmes de précision? Est-ce que les auteurs ont mis en place un certain nombre de choses dans leur research design pour tenir compte de ce risque d'erreur et de problèmes de précision? Ensuite, on verra la validité externe. La validité externe, c'est la capacité à généraliser les résultats. Vous savez très bien que si on fait une mesure sur une parcelle ou dans une localité, ça n'a pas du tout la même valeur d'extrapolation que si on a étudié la même chose sur différents sites. Donc, si on a des réplicas spatiaux et éventuellement des réplicas temporels, on y reviendra. Donc, effectivement, on va se demander si les auteurs ont une forte capacité, ont mis en place des choses pour qu'on puisse généraliser, pour qu'on puisse conclure de façon assez transversale sur le fait que l'intervention a un effet positif ou négatif sur la population, ou au contraire, si c'est une expérimentation, une série d'observations très localisées, qui peut être très très bien faite, mais qui ne permettra pas d'extrapoler. Parfois, il y a des auteurs qui généralisent alors qu'ils n'ont pas le droit. Donc ça, on va regarder ça aussi. On passera, et je finirai par ça, à la validité interne, qui est un peu le cœur de l'analyse critique et qui est le plus complexe, puisque là, on va regarder s'il y a des risques de biais liés à la méthodologie dans chaque publication que vous avez sélectionnée. Et on verra qu'il y a un certain nombre de critères qui nous aident à évaluer ces risques de biais. Enfin, il peut exister d'autres sources de biais. Alors, ils sont inclus dans la qualité, on ne parle pas de validité. Par exemple, des risques d'influence des financements, des risques de corruption. Hein. Si une publication financée par Monsanto n'a peut-être pas, on peut se demander si les résultats vont dans le même sens ou pas, ou s'ils sont fiables par rapport à une publication qui vient d'un laboratoire indépendant, etc. Il peut y avoir des conflits éthiques, un manque de clarté, etc. Alors, je tiens à souligner tout de suite que vous avez à votre disposition sur Internet des checklists qui permettent de faire de l'analyse critique et un certain nombre d'entre elles parlent très volontiers de la qualité rédactionnelle des publications. Or, la qualité rédactionnelle n'a rien à voir avec la qualité scientifique d'un papier. Il peut y avoir des oublis, il peut y avoir un langage plus ou moins clair, mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser pour savoir s'il y a un biais. Donc, toutes ces checklists qui disent est-ce que la question est bien posée, est-ce que le papier est bien rédigé, ce n'est pas vraiment une façon d'évaluer la qualité telle que l'on l'entend dans les revues systématiques. Donc, on verra que le plus compliqué, c'est la validité interne, et c'est là vraiment où on parle d'évaluation du risque de biais. Et puis, on va vraiment, pour l'instant, ne pas parler de ça, mais gardez-le à l'esprit parce qu'on peut tester l'influence d'un financement ou de différents financements sur notre hétérogénéité. Ça, c'est pas le plus compliqué. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Alors, bien sûr, il y a des publications. Là, je vous en ai mis une qui est assez récente puisqu'elle date de 2022 où on récapitule tout. Donc, si vous avez besoin de relire des choses, vous avez celle-là qui est pour les sciences de l'environnement. Il y a bien sûr des choses du côté de la médecine et éventuellement du côté de la collaboration Campbell pour les sciences sociales. Encore une fois, ce qui est important ici, c'est qu'un biais n'est pas forcément toujours mesurable, sinon les auteurs l'auraient fait ou l'auraient pris en compte ou auraient fait attention. Mais par contre, on sait quand on est formé à l'approche scientifique, on sait par les expériences précédentes, par les publications, par les bouquins qui nous apprennent à faire de la recherche scientifique, qu'il y a un certain nombre de biais qui sont bien connus et qui peuvent venir interférer avec les résultats. Donc l'idée, c'est déjà de s'appuyer sur ces connaissances-là pour évaluer les risques de biais dans les différents papiers. Comment on va préparer notre analyse critique? On va préparer un tableau
de la même façon qu'éventuellement vous auriez fait un tableau pour extraire les métadonnées descriptives de tous vos papiers. Ben, vous allez reprendre vos noms d'auteurs, vos dates de publication, vos titres, vos résumés, tout ce qui vous intéresse, et puis vous allez créer un tableau où vous allez adresser le problème de la précision, de la validité interne, et puis du biais numéro 1, du biais numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rien n'est obligatoire. C'est vous qui voyez si c'est pertinent de poser la question d'un problème de précision qui pourrait créer de l'hétérogénéité entre les papiers. Est-ce que la validité externe est importante pour la question que vous posez? Et puis les biais 1, 2, 3 à 7 ou 8 ou 9, c'est vous qui allez décider desquels vous semblent pertinents. L'idée, c'est de déjà créer un tableau. Excel fonctionne très bien. Il y a des outils, je pense à Cadima, je pense à Raveman, qui sont des outils d'accompagnement des revues systématiques qui permettent aussi de créer des tableaux sur ces logiciels-là, mais Excel fonctionne très bien dans ce cas-là. Et puis, bien sûr, il va falloir documenter ce tableau des risques. Donc, on va commencer par la précision. On a vu que c'était le fait de générer des erreurs par accident ou par manque de prudence. Une petite illustration, c'est que, pour rappeler à nouveau, la précision, c'est effectivement si le rond bleu, c'est la vérité. La précision, c'est quand on va avoir un certain nombre de mesures qui sont précises, donc qui mesurent exactement la valeur réelle, et puis on va faire des erreurs. Alors là, il y en a beaucoup, hein. On tape à côté de la réalité parce qu'on n'est pas assez prudent, par exemple, ou parce que les personnes qui mesurent ont chacune leur façon de mesurer. Et on voit aussi qu'on est là dans une imprécision parce que ces erreurs vont dans tous les sens. Et là, bien sûr, c'est catastrophique ici parce qu'il y en a quand même beaucoup d'erreurs par rapport à une mesure bien précise de la valeur attendue. Ici, on a une forte précision. Vous voyez, les mesures sont dans le rond bleu. Alors après, il faut tester ça, hein, mais c'est une autre chose. Et puis un biais, vous voyez, c'est une erreur systématique qui va en général toujours dans le même sens. Donc là, toutes les mesures sont déportées à gauche. Vous avez ici un fort biais avec une forte précision. Les personnes ont mesuré bien précisément, mais tout était biaisé. Et puis là, on combine le pire du pire, c'est-à-dire non seulement on a un biais, et en plus on a de l'imprécision. Ça, c'est plus pour vous rappeler cette nuance. Donc, on en était sur comment on documente notre tableau avec les précisions. Qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on va se demander, lorsqu'on va lire les papiers, si les auteurs ont fait des efforts pour essayer de tenir compte d'un possible problème d'imprécision où ils ont essayé de minimiser l'imprécision. Par exemple, on va regarder s'il y a eu un entraînement des observateurs ou s'il y a plusieurs observateurs qui se succèdent, et s'ils ont testé la cohérence des observateurs. C'est-à-dire, moi, je sais mesurer, j'ai pris 3 personnes pour m'aider à mesurer. Est-ce qu'on a pris 10 mesures dont on connaissait la valeur, et puis je leur ai demandé de mesurer aussi pour être sûr qu'ils mesuraient de la même manière que moi. Voilà. Est-ce qu'on trouve dans la lecture des papiers ce genre d'informations? Ou est-ce qu'ils ont testé la précision des instruments de mesure? Ou ils ont pris le temps de les calibrer? Est-ce que dans les mesures, ils ont testé, encore une fois, la cohérence ou les analyses? Je vous donne un exemple. Il y a en analyse par exemple, d'abondance de gènes d'antibiorésistance, dans les papiers, on trouvait très fréquemment le fait que dans les échantillons qui étaient prélevés, ces échantillons étaient séparés en 3 et l'analyse faite par la machine de la présence ou de l'absence des gènes était donc répliquée 3 fois. Ce qui permettait, si la machine tout d'un coup faisait un bug, d'avoir une confirmation que les trois sous-échantillons permettaient d'obtenir les mêmes résultats. Et donc, un papier qui a pris cette précaution mérite d'avoir quelque part toute notre gratitude parce qu'ils ont fait attention à essayer de minimiser le risque d'erreur par la machine. Donc, c'est des petites choses comme ça que l'on peut trouver dans ce que disent les auteurs dans la partie matériel et méthode des publications.
Donc souvent, l'aspect de réplication des mesures ou des analyses, puisqu'on a vu que ça permettait d'augmenter l'échantillon en diminuant pas les risques d'erreur, mais en diminuant l'impact des erreurs possibles sur la valeur moyenne finale de notre mesure, la notion de réplication, elle est importante. On peut aussi avoir le choix des outils. Quand on utilise des vidéos, des outils automatisés, on peut avoir une meilleure précision que si on le fait un petit peu au doigt mouillé, sans outils précis. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va se baser strictement sur ce qu'écrivent les auteurs. On ne va pas deviner, on ne va pas inférer, soit ils le disent, soit ils ne le disent pas. Et s'ils le disent, tant mieux. S'ils ne le disent pas, c'est dommage, mais on ne peut pas se dire « oh ben ils ont dû le faire ». Ou alors « ah ben non, ils ne l'ont pas fait ». Sur la précision, c'est compliqué, ça va dépendre des questions. Mais si vous pensez que la précision ou l'imprécision, c'est un paramètre important, alors un auteur qui ne dit pas s'il a pris des mesures, on considère qu'il n'en a pas forcément pris, ou alors on va mettre que la donnée n'est pas disponible et on verra ensuite si ça peut avoir un impact sur les données que l'on observe. Donc vous allez, ce que j'ai tendance à conseiller, personnellement, ce que je fais, c'est que je copie et je colle la phrase clé dans mon tableau. Et ensuite, je vais la coder. C'est-à-dire, je vais copier-coller, entraînement, calibrage vérifié, multimesure. J'aurais pu prendre une phrase faite. À partir d'un PDF, on peut surligner, copier-coller. Donc, je commence à faire ça, ce qui permet à quelqu'un d'autre qui regarde mon tableau de vérifier ce que j'ai fait et ce que j'ai extrait comme information qui me permet ensuite de coder en disant, ben là, le niveau de précision, le niveau de précaution pris pour avoir une forte précision, il est très haut, donc je mets 4+. Dans ce papier, ils ont fait un effort de calibrage, donc ils ont 1+. Dans ce papier, ils ont fait un effort d'entraînement que je note 2+, parce qu'on considère que l'entraînement est plus important que le calibrage. Ça, c'est nous qui l'avons décidé, etc., etc. Donc, c'est intéressant de garder cette transparence. C'est un peu laborieux, mais avec les outils qu'on a aujourd'hui, c'est faisable. Et puis, bien sûr, quand il n'y a pas de mention de rien du tout, eh bien, personnellement, je recommande de mettre non mentionné, et puis on verra ce qu'on en fait ensuite. On ne donne pas d'avis dans ces cas-là. Un papier que vous pouvez consulter, qui est un vieux papier de 2013, mais où la précision a été un facteur extrêmement important. C'était cette revue systématique sur la fonte des glaciers en Himalaya, où en fait ils se sont confrontés à un problème d'instruments de mesure, puisque les premières mesures de fonte des glaciers, c'était à la vue avec un mètre déroulant, et puis on a eu ensuite par photographie, et puis aujourd'hui on a par satellite. Donc ils se sont demandé si la précision de l'outil de mesure pouvait expliquer une certaine variabilité des résultats ou pouvait influencer la variabilité des résultats. Donc ça, c'est un papier assez caractéristique sur l'effet de la précision, mais vous ne trouverez pas ça tous les jours. La validité externe maintenant, je vais assez vite sur ces deux aspects de précision et validité externe, c'est pas très compliqué. On va faire exactement la même chose. Donc, la validité externe, c'est la capacité à généraliser. Donc, on peut se demander s'il y a entre la question que l'on pose, Picot, et qui nous concerne, est-ce qu'il y a une cohérence des contextes entre les revues et l'action prévue? On ne peut pas généraliser une étude faite en milieu tropical à un milieu tempéré, ça semble évident, mais encore faut-il le dire. Et puis, est-ce qu'on peut transposer le lien causal démontré par un papier entre des éoliennes et des chauves-souris ne peut pas forcément s'extrapoler ou être identique au lien causal entre les éoliennes et les oiseaux, par exemple. Bref, encore une fois, vous allez vous demander si la validité externe est pertinente pour votre question PICO-PECO. Et si vous pensez qu'elle l'est, vous allez regarder quelle est la représentativité des échantillons par rapport à la population qui vous intéresse.
Si c'est l'ensemble des populations de lions en Afrique et que vous avez une expérience en Namibie sur les lions, eh bien, vous savez qu'elle est pertinente pour la Namibie. Vous ne pouvez pas, à partir de cette expérience, généraliser à tous les lions. Mais par contre, cette expérience en Namibie peut contribuer à une connaissance plus globale si vous avez d'autres papiers qui viennent confirmer. Mais la question, c'est où se situe cette expérience namibienne dans ce paysage des connaissances et est-ce qu'elle nous informe sur quelque chose de particulier ou pas. Et puis surtout, voilà, on va regarder la notion de réplication, réplica dans l'espace, réplica dans le temps, la notion de pseudo-réplication à laquelle il faudra faire attention éventuellement. Et là, on ouvre éventuellement la question d'un biais possible qu'on verra plus tard, où il peut y avoir une influence des échantillons les uns sur les autres, mais ça, on va l'intégrer dans la validité interne. Encore une fois, on se base strictement sur ce qu'écrivent les auteurs. Donc, on extrait éventuellement les phrases qui renseignent sur la validité externe. Très souvent, on a déjà la localisation de l'expérimentation, la provenance de l'échantillon, par exemple, la composition de l'échantillon ou des échantillons qui ont été utilisés. Et puis, est-ce qu'il y a eu plusieurs sites d'expérimentation ou d'observation dans le temps, dans l'espace. Donc, c'est des choses que l'on peut extraire. Et de la même façon, vous allez pouvoir documenter votre tableau avec des données de validité externe, par exemple sur la population. Est-ce que la population, c'est une population locale adulte, une population à l'échelle nationale? Ici, ce ne sont que des mâles ou que des mâles et des femelles de plus de 10 ans, etc., etc. Donc, vous allez documenter cette colonne parce qu'ensuite, vous allez vous poser la question de l'influence de ce paramètre sur l'hétérogénéité ou l'intensité des résultats observés. Les réplicas, de la même façon, ici, il n'y a pas de réplica. Donc, on code ensuite, par exemple, 0. Ici, ils ont fait de la réplication spatiale. Ici, ils ont fait une réplication spatiale et temporelle. Pas de réplica, etc. Et ensuite, on peut attribuer une médaille, un score. On verra ça plus tard, ça va se clarifier avec la validité interne. Et pareil, si ça n'est pas mentionné, eh bien, on rapporte à nouveau non mentionné et on verra ce qu'on en fait après. Est-ce qu'il y a des questions sur la précision et la validité externe avant que je rentre dans le cœur du sujet de la validité interne et vraiment ce qu'on appelle les biais? J'ai commencé par quelque chose qui me semble assez facile, mais il peut y avoir quand même des questions. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, hein. OK. Mais alors moi, je vais peut-être poser une question. Cette démarche, vous la faites pour tous les titres que vous trouvez? Oui, Par exemple, si vous partez de 2000 titres, oui, pas beaucoup, vous la faites pour tout. oui, D'accord. Donc, pour tous les ça titres. ne Oui. m'étonne pas que ça dure 2 ans. Oui. Voilà, tout à fait. Alors après, on peut on peut prendre un certain nombre de décisions, mais à un moment donné, oui. Par exemple, ce qu'on voit très souvent en méta-analyse, euh, alors je vais même repartir de l'historique. Ce qu'on a vu en médecine initialement et que l'on peut voir encore, c'est qu'il va y avoir un premier filtre sur le research design. Par exemple, en médecine, ils ne vont prendre que les randomized control trials. Et pendant des années, ils ont fait ça parce qu'ils avaient énormément de randomized control trial, qui est considéré comme le research design, le triple médaille d'or en médecine, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même un certain nombre de questions de recherche qui ne peuvent pas être abordées par des randomized control trials. Donc, ils ont développé chez Cochrane depuis des analyses critiques des risques de biais pour d'autres designs expérimentaux. En sciences de l'environnement, c'est très rare, sauf dans des conditions de laboratoire, qu'on ait des randomized control trials. On a d'autres médailles d'or de design expérimental, on le verra, mais voilà. Mais on peut décider au début de la revue systématique, si on veut par exemple ne faire que de la méta-analyse, de restreindre la revue à certains types de research design. On parlait du rôle du comparateur, par exemple.
Le rôle du comparateur, on peut très bien dire, on ne va retenir que les papiers qui ont un control et baseline, donc qui ont des comparateurs, La euh, bonne préfiguration. contrôle versus traitement, ou baseline Il y avait versus le cherry picking. mesure 1, mesure 2, mesure 3, si on est sur Et du tu longitudinal. expliquais, j'aimerais... Oui, Antoine. Oh, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je ne savais pas que j'avais laissé mon micro. OK. Ouais. Mais j'avais une question. Oui, eh ben, très bien. D'accord. Et par rapport aux problèmes fréquemment rencontrés, Oui. principalement le cherry picking, Oui. je n'ai pas bien compris parce que tu expliquais que dans la prise de décision pour pouvoir valider, je ne sais pas, une thèse, nous ne devons pas nous asseoir sur ce que nous voulons faire. Mm, C'est-à-dire, si nous travaillons sur les invasions biologiques, mm, moi, c'est de pouvoir collecter les articles prouvant que mm, mon modèle biologique est en expansion. mm, Mais avec cherry picking, tu expliquais, ma compréhension est de ne pas le faire, mm. mais de s'ouvrir à d'autres articles pouvant contredire cette thèse-là. Donc, je n'ai pas vraiment compris. Tout à fait. Merci de poser cette question parce que c'est très important. Effectivement, quand on fait une revue systématique, on peut avoir initialement une demande. Je vais prendre un exemple de prouver que, alors je vais essayer de prendre un exemple, un exemple controversé, c'est plus facile peut-être. Euh, Imaginons qu'on ait une association de protection de l'environnement qui vienne nous voir et qui nous dise, je veux que vous me fassiez une synthèse de connaissances qui montre que les néonicotinoïdes ont des effets catastrophiques sur les abeilles. Parce qu'ils veulent militer pour ça, et c'est leur droit. Si je veux aller dans leur sens, alors je vais prendre les publications qui montrent que les néonicotinoïdes ont un effet euh, négatif sur les abeilles et un effet significativement négatif sur les abeilles. Et je vais ignorer les autres. Mais en face de moi, je vais avoir les entreprises qui fabriquent des néonicotinoïdes qui vont aller, eux, chercher toutes les publications qui montrent que les néonicotinoïdes n'ont pas d'effet significatif sur les abeilles, voire que ça a un effet positif sur les abeilles, et donc ils vont arriver avec la conclusion inverse, avec un papier de revue qui dit mais non, on vous prouve que les néonicotinoïdes n'ont pas d'effet négatif sur les abeilles. Et donc il va y avoir une bataille autour de ça. Et le décideur au milieu, il va se dire mais qui est-ce que je crois? Est-ce que je crois l'association? Est-ce que je crois les industriels? Et vous, au milieu, il va venir vous chercher en tant que scientifique en disant, ben, j'ai besoin de savoir qui dit vrai. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est d'être dans la place, avec mes étudiants, souvent, j'utilise la métaphore du juge d'instruction. Le juge d'instruction dans le tribunal, il est chargé de conclure. Est-ce que la personne est coupable ou pas? Et donc, il va avoir des éléments à charge et des éléments à décharge. Et il va prendre les deux, parce que le juge d'instruction est supposé être honnête et impartial, et tenir compte des deux, avec différents poids, et c'est ça l'analyse de risque de biais, pour faire le meilleur jugement possible. Donc, effectivement, vous pouvez avoir envie de montrer que telle méthode est efficace pour éradiquer les espèces invasives, mais pour vraiment le démontrer, il va falloir que vous incluiez dans votre analyse les papiers qui montrent qu'en fait cette méthode n'est pas efficace ou que certains papiers montrent que c'est non significatif. Parce que si vous arrivez malgré ça à prouver que la méthode qui vous intéresse est efficace, alors vous aurez doublement gagné, puisque c'est malgré les papiers qui disent le contraire, vous y serez arrivé. Là, on a de la recherche de très très bonne qualité. Est-ce Ok, que donc, ça éclaircit votre situation? Donc oui, on va oui, prendre, oui. et c'est pour ça qu'on veut aller chercher la littérature grise.
aussi. Et c'est très important quand on fait cet effort en revue systématique d'essayer d'obtenir des publications qui montrent des résultats non significatifs. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'éviter d'introduire dans la revue un biais de publication. Le biais de publication, c'est quelque chose de très connu, qui est que c'est plus facile de publier des résultats significatifs que des résultats non significatifs. Donc, on a un biais dans les publications à l'échelle mondiale, même si ça c'est mieux depuis quelques années, parce qu'il n'y a que les résultats significatifs qui sont publiés. Or, parfois, on peut faire une très très bonne expérimentation ou une série d'observations excellentes, très rigoureuses, mais on n'obtient rien de significatif. Et dans ce cas-là, on est dans un tiroir. Donc, on va essayer de trouver ça. On va demander aux stakeholders, on va demander aux réseaux de recherche, on va demander aux étudiants, au PhD, au Master's Degree, s'ils ont fait des recherches qui étaient bien faites, où on a encore accès au protocole, au matériel et méthodes, mais où ils n'ont pas eu de résultats significatifs, parce qu'on va essayer de s'en resservir de ces résultats. C'est pour ça qu'il y a cet effort demandé sur la littérature grise aussi. D'accord, super. OK. Donc, dans le cas d'espèces, il n'est pas très bien de pouvoir faire une conclusion, c'est ça, à la fin. Quand je prends le cas des néonicotinoïdes, par Oui, exemple, oui. où nous savons qu'il y aura un impact négatif avéré. Donc, à la fin, il n'est pas bon de faire une conclusion, c'est ça? Ah si, vous allez forcément conclure, mais c'est la puissance de votre conclusion qui va être renforcée parce que vous avez fait l'effort de prendre en compte l'ensemble des papiers qui parlent de néonicotinoïdes et d'abeilles et pas simplement les papiers qui allaient dans votre sens. Vous voyez? D'accord. Oui, je vois. Vous allez voir, ça va s'éclairer avec la validité interne et les illustrations, je pense. Et puis sinon, vous me reposerez des questions. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je rentre dans le cœur du sujet? Là, c'était un apéritif pour l'instant, ou un digestif. Ok, j'enchaîne. Je vous vois pas tous, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a aucun souci. Je ne vais pas me perdre. Donc la validité interne, c'est vraiment le cœur de l'analyse critique, du critical appraisal, et c'est cette identification des risques de biais liés à la méthodologie mise en œuvre par les auteurs des différents papiers. Et on se demande à nouveau si ce qu'on observe dans l'hétérogénéité ou dans le consensus de l'ensemble des résultats des papiers, on veut éliminer l'hypothèse que c'est causé par des biais. Et on veut être sûr que, du coup, nos néonicotinoïdes, ils ont bien un effet catastrophique sur les abeilles. Okay. Hops. Comment on va procéder? Pour nous aider à réaliser cette analyse de la validité interne, en revue systématique, on va d'abord devoir identifier les biais qui sont pertinents. C'est pas systématique, malheureusement, c'est-à-dire que ça va dépendre de votre question pico-péco. Pour identifier les biais, on verra qu'on peut utiliser plusieurs techniques, et en particulier ce qu'on appelle la manip en or, et puis utiliser la liste témoin. La liste témoin, c'est ce dont on vous a parlé ce matin, la liste de référence. Je ne sais pas quelle sémantique a été utilisée, mais c'est cette liste de papiers qu'on constitue au départ, dont on sait qu'ils sont pertinents et qu'on va utiliser un peu pour s'entraîner. Et puis pour tester la recherche bibliographique. Donc c'est la même, hein. Moi j'appelle ça une liste témoin. Donc on va identifier les biais, on va déjà réfléchir quels sont les biais qui pourraient vraiment causer des problèmes dans le cadre de ma question pico-péco. Puis il va falloir définir des niveaux de risque de biais, puis attribuer ces niveaux de biais, ces niveaux de risque de biais à chaque article, pour chaque biais. C'est là où ça devient très laborieux. Et puis, on va tenir compte, enfin, de ce niveau de risque de biais, j'aurais dû mettre risque à chaque fois, niveau de risque de biais, dans les analyses et la synthèse finale. Et bien sûr, parce qu'on est dans une revue systématique, vous allez garder trace de tout ce que vous faites, puisqu'il faut que ça soit complètement transparent, reproductible, et surtout que vous puissiez y revenir si jamais on vous fait une critique, un reproche, on vous pose une question, que tout soit bien rangé, si j'ose dire, à la bonne place pour que vous puissiez vous y retrouver même 1 an, 2 ans, 3 ans après.
Comment on fait pour identifier les risques de biais? Vous vous rappelez peut-être de cette phrase qui dit que par défaut, on ne sait pas toujours quels sont les biais. Là, on va vous demander d'y réfléchir. Alors, il y a des outils qui peuvent vous servir, par exemple le catalogue des biais. Alors, c'est quelque chose qui est fait pour la médecine. Donc, c'est pas toujours très approprié. Mais c'est inspirant. Vous pouvez aller regarder, vous pouvez lire, et à chaque fois, vous allez vous demander si dans le cadre de votre question, ça pourrait affecter les résultats. Donc, bien sûr, là, le biais d'admission, c'est pour des patients à l'hôpital, mais vous pouvez vous demander si vous travaillez sur de l'animal, ça pourrait vous inspirer une source de biais possible. Ensuite, il y a des définitions des biais, caractéristiques ou les plus fréquents en sciences de l'environnement. Là, je vous ai mis une diapo avec une liste de définitions. Ça fait partie des guidelines de la collaboration, donc vous pouvez les retrouver dans les guidelines. Mais voilà, là, vous les avez sous la main dans cette diapositive. On va y revenir. Le biais de sélection, le biais de performance, le biais de détection, le biais d'attrition, le biais de rapportage. Alors là, on a vu que ce n'était pas forcément ce qui nous intéressait, et puis d'autres biais. C'est du jargon, hein, c'est parfois assez sec parce que le biais de sélection, à chaque fois, même moi, hein, je me dis, ah, au fait, c'est lequel? Le biais de performance, c'est lequel? C'est parce qu'on a utilisé la même sémantique qu'en médecine, mais vous pouvez aussi l'adapter. Il y a cette liberté et vous allez voir que on peut le faire assez facilement. On va y revenir. Donc, ici, je pense quelque chose de plus pragmatique, les risques de biais, moi j'aime bien les réfléchir en fonction des éléments picots. Donc un risque de biais assez classique qui fait peur à tous les chercheurs et qui est lié au lien entre l'intervention, l'exposition et les outcomes, c'est le biais causé par une variable confondante. C'est-à-dire que vous étudiez par exemple le lien entre les néonicotinoïdes et la mortalité des abeilles, mais vous n'avez pas tenu compte de la présence du varroa, le varroa étant un parasite qui tue les abeilles. Donc, si vous avez plein d'études sur les néonicotinoïdes où il n'y a pas de contrôle de l'infestation ou du taux d'infestation par les varroas et que vous concluez que les néonicotinoïdes sont responsables à 95% de la mortalité des abeilles, il se pourrait que vous ayez pas totalement raison, puisque une partie de la mortalité serait causée par le varroa et pas du tout par la mortalité. Donc ça, c'est de la recherche pure et c'est la peur de tout bon chercheur de passer à côté de variables confondantes. Après, il y a des biais beaucoup plus subtils, des biais de sélection de la population. Quand on prélève des échantillons, là aussi, ça vient de la médecine. Est-ce qu'on a pris des échantillons? Est-ce qu'on a tiré au sort les participants? Est-ce qu'on n'a pas introduit un biais dans la façon dont on a sélectionné les animaux qu'on étudie ou les plantes qu'on étudie? La caractérisation de l'intervention ou de l'exposition, s'il faut mesurer l'intensité du changement climatique pour savoir s'il affecte la repousse de la forêt, eh bien, comment on mesure? Est-ce qu'il se pourrait qu'on introduise des erreurs ou des biais dans notre façon de mesurer l'exposition, l'intensité de l'impact du changement climatique? Et qu'on mesure autre chose éventuellement. Est-ce qu'on peut avoir un biais de performance, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas un changement dans la nature de l'intervention ou de l'exposition pendant la durée de l'observation ou de l'expérimentation? Par exemple, vous allez conclure que la pluie a de l'effet sur la repousse de la forêt, mais vous n'avez pas de mesure de la température. Or, la température a énormément changé durant le cours de l'expérimentation. Donc, vous avez non seulement une variable confondante possible qui est la température, mais en plus, vous n'avez pas pensé à la mesurer régulièrement, alors que rétrospectivement, en fait, elle a changé, mais ça n'a pas été pris en compte dans la publication. L'idée, c'est de se questionner. Est-ce qu'il pourrait y avoir ce type de biais dans les publications que je vais lire?
Une perte de données ou des données manquantes, un biais d'attrition, ça c'est quand des auteurs perdent une partie de leur échantillon, mais n'en tiennent pas compte dans leurs analyses. La mesure des outcomes, donc il peut y avoir, alors moi qui suis formée à l'éthologie et le comportement animal, les biais de détection, c'est assez fréquent, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver une partie des animaux où on ne va pas pouvoir mesurer correctement ce que l'on veut mesurer, donc on introduit un biais. On va y revenir. Il peut y avoir des... Alors, le reporting bias, on en parle quand même. Et je l'ai vu, mais alors, personnellement, je trouve qu'il faut être vraiment très, très fort pour le détecter parce qu'il faut passer beaucoup de temps à lire la publication. C'est quand on décèle le fait que les auteurs ont oublié de rapporter une partie des résultats. Je vais ouvrir et fermer cette parenthèse. Il m'est arrivé de lire une publication où les auteurs posaient une hypothèse initiale, ils faisaient leurs mesures, c'était une publi très intéressante, sur l'invasion ou sur la régulation des rats sur une île, et puis ils présentaient leurs analyses et leurs conclusions. Et en lisant de façon très fine le papier, on s'est aperçu avec ma collègue que, en fait, l'auteur avait sans doute obtenu toute une série de résultats non significatifs dont il ne parlait pas. Parce que biais de publication, difficile à publier. Et donc, il avait réanalysé ces données, sans doute il avait trouvé un angle qui lui permettait d'obtenir des résultats significatifs intéressants. Mais le problème, c'est qu'il concluait à partir de son hypothèse initiale. Or, la conclusion qu'il apportait à son papier était basée sur des résultats qui n'avaient pas de sens par rapport à son hypothèse initiale. Donc là, on avait un vrai biais de rapportage. Il faudra que je retrouve ce papier parce que je ne cesse de le mentionner. Il faut absolument que je le retrouve. Et là, je ne peux pas vous le donner pour l'instant. Et puis, il peut y avoir des problèmes avec les analyses statistiques. Alors là, je n'aborderai pas ce problème parce qu'il faut être un statisticien compétent. Mais là, vous avez éventuellement besoin d'un regard d'un expert sur la manière dont les analyses ont été faites. Violation de la normalité, etc., qui pourrait entraîner des biais dans les analyses. Alors, il y a un lien entre la conception, entre le matériel et méthode d'une publication et puis le risque de biais. Donc, pour vous aider à réfléchir, vous avez ici dans Frampton et Hall 2022, dans le Supplementary Material numéro 4, un tableau qui essaie de récapituler les biais possibles quand on est sur un research design du type randomized control trial ou alors non-randomized experimental studies, experimental animal studies, etc., avec des publications de référence. Là aussi, ça peut vous faire gagner du temps en disant, on se fie à Frampton et Hall 2002, nous sommes dans le cas d'un experimental animal studies, et donc on a commencé à réfléchir à l'ensemble de ces biais, et puis éventuellement vous en avez rajouté s'il y en a qui vous semblent pertinents. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent vous permettre de réfléchir à ça. En sciences de l'environnement, donc on a rarement des randomized control trials, mais la manip de référence, ce qu'on a de mieux, c'est quand on a du BACI, quand on essaie de chercher une relation causale. C'est-à-dire qu'on a du before-after control intervention. Donc les auteurs de la publication ont mesuré l'effet d'une intervention, d'une exposition sur une population en mesurant des outcomes. Mais dans la population, ils ont de l'avant-après l'intervention, sans nicotinoïdes, avec nicotinoïdes. Ils ont mesuré donc avant et après comment évolue la mortalité des abeilles. Et en plus, ils ont un control, c'est-à-dire qu'ils ont un ensemble de parcelles. Tant qu'à faire, on va mettre du réplica. Ils ont un ensemble de parcelles où il y a eu un avant, au même moment que le avant de l'expérimental, mais ils n'ont pas pulvérisé des nicotinoïdes, ils ont pulvérisé un placebo.
de l'eau, n'importe quoi. Et puis, ils ont mesuré après si la mortalité des abeilles changeait. Donc là, on a ce que j'appelle statistiquement une structure d'ANOVA ou MANOVA, où on a un groupe contrôle, un groupe expérimental, et on a du avant-après l'intervention, et on mesure un certain nombre d'outcomes. Très souvent, vous pouvez avoir du control intervention ou control exposure sans avant-après. C'est déjà pas mal, mais vous n'avez pas l'aspect longitudinal. Et puis, vous pouvez avoir aussi pas vraiment de contrôle, parce que c'est dur de faire un témoin, mais vous avez une intervention numéro 1 que l'on compare à une intervention numéro 2. Donc, on a deux groupes. Le premier groupe, il subit l'intervention sous sa forme 1, le deuxième, l'intervention sous sa forme 2, et on essaie de voir s'il y a une différence entre les deux. Ou alors, vous allez avoir que du avant-après, mais pas de contrôle. Donc là, on commence à avoir un certain nombre de doutes, et en tout cas, ça va être difficile de démontrer une causalité. Ou alors vous avez simplement des time series, c'est-à-dire qu'on suit quelque chose, la température, l'évolution du climat. Mais on n'a pas de contrôle, on n'a pas d'échantillon témoin, puisque c'est pas possible d'évacuer la paramètre climat. Donc évidemment, il n'y a pas de relation causale, on va avoir des corrélations. Et puis, on a ce qu'on considère comme étant utile, mais pas très intéressant en revue systématique, c'est quand on a du post-hoc survey. J'aurais dû expliquer l'acronyme ici, je m'en excuse. C'est quand on arrive après la bataille. Il y a eu un feu dans la forêt où quelqu'un a mis des néonicotinoïdes et on mesure la mortalité. Et on va dire, oh là 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 là, toutes les abeilles sont mortes. Il y a eu des néonicotinoïdes pulvérisés avant, on en a la preuve, on en a même la quantité. Et là, les papiers vont éventuellement conclure que c'est à cause des néonicotinoïdes, alors qu'ils n'ont pas d'échantillon contrôle, ils n'ont pas de mesure de la mortalité avant l'intervention. Donc là, ça serait complètement faux. Mais de conclure à une causalité. Mais on a énormément de ces papiers, souvent, qui ont des rôles descriptifs, par exemple pour signaler que à tel endroit il y a une forte mortalité et faire des cartographies de mortalité, par exemple, ou des cartographies de répartition des polluants. Mais ce sont ces études très souvent que l'on va laisser de côté dans une revue systématique parce qu'on va considérer qu'elles ne peuvent pas répondre à la question de l'influence avérée d'une intervention ou d'une exposition sur une population telle qu'on essaie de la démontrer. Voilà. Alors, comment on fait? En fait, on va essayer de réfléchir à ces biais dès le début de notre intention de faire une revue systématique. Ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on réunit un certain nombre d'experts ou on réunit l'équipe revue et on va se dire quelle est la publication que j'aimerais trouver, la publication de mes rêves, la publication qui expliquerait, qui aurait testé cette question PICO ou PECO et qui aurait fait la manip parfaite, où il y aurait des réplicas, où il y aurait de la randomisation. Est-ce que c'est pertinent de faire des réplicas? Est-ce que c'est pertinent de penser qu'il faudrait randomiser? Et qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'ils contrôlent pour être sûr que ça soit une super manip? Celle qu'on a rarement l'opportunité, le temps ou les financements pour faire. Mais qu'est-ce que j'aimerais trouver dans les papiers? Et on va presque faire cet exercice à blanc, comme ça, en faisant appel aux connaissances et à l'expérience des experts que vous avez autour de la table. Et puis là aussi, vous allez vous servir de cette fameuse liste témoin. Vous savez, cette liste des premières publications que vous avez collectées en dehors de la recherche biblio et qui vous ont inspiré pour poser la question de la revue. En les regardant, en les lisant, en se disant, tiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils s'y sont pris? On regarde le matériel et méthode. Est-ce qu'ils ont fait avant-après? Comment ils ont sélectionné la population? Comment ils ont mesuré l'intervention? Est-ce qu'ils auraient dû faire attention à d'autres choses? Donc, on fait appel à l'intelligence collective à ce niveau-là et à tout ce qu'on a appris de la manière de conduire une expérience scientifique. Et c'est très intéressant de mettre au travail comme ça à blanc, à partir d'une feuille blanche,
les différents experts en la matière et de les faire repenser à la manière dont on fait une bonne recherche, en fait. Et on voit apparaître des choses très particulières, par exemple sur les maladies vectorielles, sur tout ce qui est agro-environnement. Par exemple, il va falloir une certaine distance entre une parcelle contrôle et une parcelle expérimentale. Ça, c'est des choses que seuls les experts vont vous dire. Ils vont vous dire, ah non, mais si on a deux mesures, si on a des auteurs qui mesurent la présence-absence ou l'abondance d'une espèce ou l'abondance d'une maladie vectorielle à tel endroit, et puis qui mesurent, qui ont fait leur témoin à moins de X mètres de la première, alors on a un risque de contamination du contrôle par l'expérimental. Donc il faut au moins qu'il y ait 40 mètres de distance, 200 mètres de distance, 3 km de distance, c'est eux qui vont vous le dire. Ça veut dire que dans la manip idéale, dans la publication idéale que vous aimeriez trouver, vous allez faire attention à ça. Est-ce que les auteurs disent qu'ils ont mis 200 mètres de distance entre le contrôle et l'expérimental? Oui, non. S'ils l'ont fait, c'est génial. Ils ont un bon point. S'ils ne l'ont pas fait, ou s'ils disent il y a 2 mètres de différence d'espacement entre mon contrôle et témoin, vous savez là qu'il y a un risque de biais. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous dites aux auteurs qu'ils sont nuls. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Donc, ils ont fait l'effort d'avoir un contrôle, mais ce contrôle peut être impacté parce qu'il est trop près de l'expérimental. Donc, encore une fois, on va souligner ce qui est vertueux, ce qui est bien fait quand on le trouve. Et puis, quand c'est moins bien fait, ben, on ne va pas les clouer au pilori, hein, on va pas, mais on va dire, là, il y a un risque de biais. Vous voyez l'idée, la façon dont on aborde les choses. Donc, faire cet exercice de la manip optimale ou la manip idéale, la manip en or, ça nous permet de réfléchir dès le début à ce que l'on va trouver. Pourquoi c'est important? Parce que si on identifie avec les experts qu'il y a, allez, je vais exagérer, 20 sources de biais, ça veut dire qu'il va y avoir un travail conséquent pour extraire ces biais, les caractériser, les quantifier, quand il va falloir extraire les données. Donc déjà, vous voyez que ça permet éventuellement de reconsidérer soit la question, soit des décisions que l'on va prendre, par exemple de se limiter à des publications où le research design n'est que du before-after control intervention. Et on peut le poser dès le début, et ça va simplifier le tri. Parce que le tri des articles, si vous avez une consigne vous disant on ne cherche que des before-after control intervention, mais quand vous en serez au niveau de sans doute du full text, parce que dans le titre et dans l'abstract, ça va peut-être être dur à deviner, mais vous verrez tout de suite, vous irez voir le matériel et méthode, et si c'est pas du before-after control intervention, vous rejetez le papier. Donc ça, c'est une décision que vous allez prendre collectivement dès le début, en fonction de, voilà, quels sont les biais possibles. Et ça dépend de la question PICO ou PECO, parce qu'il y a des questions de recherche qui sont beaucoup plus susceptibles d'être biaisées que d'autres, parce qu'elles sont plus complexes en général. Donc, on va identifier les biais. On va dire qu'il y a un biais d'attrition possible, il y a un biais de sélection possible, il y a un biais d'identification des animaux, il y a un biais de mesure, un biais de l'observateur, par exemple. Est-ce que la présence de l'observateur peut influencer ou pas le comportement de l'animal? Donc, des publications qui ont masqué l'observateur ont peut-être plus de valeur à vos yeux que non. Donc, il va falloir maintenant que vous avez identifié ces biais que vous allez regarder dans chaque papier, définir les règles d'évaluation du niveau de risque. Alors là, je vous montre des effets pédagogiques. C'est la façon dont je travaille avec des étudiants qui sont complètement novices, mais ça permet d'être plus pédagogique que ce que l'on trouve dans les checklists ou dans les outils beaucoup plus professionnels, on va dire. Donc l'idée, c'est qu'on va définir des niveaux de biais. Et là, vous voyez, je parle de façon pédagogique de médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Donc médaille d'or, c'est un faible risque de biais. Ici, on a un risque de biais moyen. Là, on a un risque de biais élevé. Et puis, on va prendre chaque biais et il va falloir donner une consigne. C'est-à-dire qu'il faut que
quand je l'explique à mes étudiants, il faut que les étudiants décident, par exemple, de me confier leur corpus bibliographique en me disant c'est toi qui vas faire l'analyse des biais. Donc je te donne les consignes. Si pour la population, on a estimé qu'il y avait un biais de représentativité et un biais d'attrition. Donc tu vas lire les papiers, Barbara, et tu vas savoir si tu peux attribuer une médaille d'or, une médaille d'argent, une médaille de bronze, un risque de biais faible, moyen ou fort, à condition que tu aies ces informations. Donc on va me donner les consignes pour pouvoir attribuer ces niveaux de biais. Si les animaux sont représentatifs de la population générale, si l'échantillon dans le papier que je lis couvre différents âges, sexes, origines et états de santé, alors je suis autorisée à donner une médaille d'or pour ce biais-là. Si au contraire, les animaux ne sont pas représentatifs de la population, une seule tranche d'âge, une seule origine, un seul sexe, etc., alors je donne une médaille de bronze. Et vous voyez que c'est reproductible. Alors ça, c'est du travail d'étudiant. On pourrait être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Il y a plein de critiques que je pourrais faire là-dessus, mais ça a le mérite de vous expliquer la démarche. Et vous allez garder ce tableau. N'oublions pas que, effectivement, comme le disait Nathalie, parfois on peut avoir un grand nombre de papiers. Alors peut-être pas 2000, hein, je vous le souhaite pas, mais on peut avoir éventuellement une centaine, plusieurs centaines de papiers qu'il va falloir évaluer au niveau des biais. Donc on va s'y mettre à plusieurs. Donc il faut vraiment qu'on évalue les biais de la même façon. Donc faire ce tableau permet aussi de s'accorder sur la manière dont, au niveau de l'équipe, on va attribuer des médailles ou des niveaux de risque de biais d'une façon consistante, sans que chacun donne son opinion. On fait tous de la même façon. Et on peut le tester, puisqu'une fois qu'on a établi ce tableau, on peut prendre par exemple notre liste témoin et faire l'exercice de chacun fait une extraction du niveau de biais et on compare nos résultats et on voit s'il y a eu des incompréhensions, s'il y a des choses qui doivent encore être affinées. Et tout ça, on va le dire. On va dire qu'on a fait cet effort de minimiser nos biais d'extraction du niveau de biais en disant dans notre publication de revue systématique qu'on a fait cet exercice d'extraction indépendante d'un certain nombre de biais sur un certain nombre de papiers et qu'on s'est assuré qu'on faisait tous à peu près de la même façon ou que s'il y avait des divergences, on a pris le temps de corriger ce qui n'était pas clair de façon ensuite à pouvoir tout analyser de la même façon quand on est plusieurs personnes à le faire. Et même quand on est tout seul à le faire, il est conseillé de le faire avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes étudiant, par exemple, de le faire avec votre directeur de thèse. On prend un échantillonnage, on fait l'extraction des biais et puis on regarde ce qu'on a fait. Et est-ce qu'on a fait de la même manière ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore assez claires, qu'il faut affiner. Et après, quand tout est réglé, tout est clarifié, tout est bien clair, transparent, reproductible, alors vous pouvez continuer tout seul. Donc voilà un peu l'idée d'expliquer comment je vais faire pour attribuer des niveaux de biais. Médaille d'or, argent, bronze, encore une fois, ce sont des risques faibles, risques moyens, risques forts. En général, on met 3 niveaux. Certaines personnes mettent 5 niveaux. À vous de voir. Je ne pense pas que ça soit nécessaire d'être d'avoir énormément de niveaux parce qu'après, ça va vous complexifier énormément la vie. Donc 3, c'est déjà pas mal. À nouveau, un autre exemple, vous prendrez le temps de le lire, c'est pour vous donner une idée. Vous voyez, ici, ils ont choisi d'évaluer le risque lié à la taille de l'échantillon. Quand on a une taille d'échantillon supérieure à 20, on considère que le papier a une médaille d'or. Donc un risque de biais plus faible, mais là on laisse presque sur la généralisabilité à voir, que si un papier a moins de 10 individus dans son échantillon. Là, il y a une grande liberté. On vous demande de faire l'analyse des risques de biais, on vous demande d'être transparent et reproductible, mais dans la façon dont vous allez identifier les biais pertinents pour votre question et dont vous allez identifier la manière dont vous attribuez les niveaux de biais, c'est vous qui êtes libre de voir ça.
Par contre, il y a cette exigence de transparence parce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre analyse et dans ce cas-là, on lui dirait très bien, tu n'es pas d'accord, fais avec ta propre analyse et voyons si ça change quelque chose. Mais l'idée, c'est d'être vraiment très transparent sur ce que vous faites. Alors ça, c'était des exemples étudiants, plutôt pédagogiques et parfois simplistes. Voilà des choses que vous allez trouver toujours pareil dans ce papier de 2022. Cette fois-ci, c'est l'Additional File 6, où vous verrez que vous avez des risques de biais qui sont tous pris en compte. Là, je n'ai pas tout mis sur l'écran. Et puis, à chaque fois, Geoff Frampton vous explique qu'est-ce qui fait qu'on a un risque de biais réduit pour ce biais-là. Il vous donne des exemples. Ou au contraire, des choses que vous pourriez trouver dans les papiers et qui augmenteraient le risque de biais, donc qui vous permettraient d'attribuer une médaille de bronze ou pas de médaille, alors que là, vous pourriez attribuer une médaille d'or. Encore une fois, ce type de document est fait pour vous aider à réfléchir. Il n'y a pas de valeur d'obligation. L'idée, c'est de vous aider à réfléchir. Quels sont les biais pertinents pour la question PICO que je pose, PECO, comment j'attribue des niveaux de risque de biais et comment je rends tout ça complètement explicite, transparent et intelligible, compréhensible pour la personne qui va lire mon travail. Comment j'extrais les données? Alors ça, je l'ai déjà dit. Voilà, donc je passe ici. Eh bien, vous allez extraire les données pour chaque biais. Donc ici, vous voyez les étudiants qui ont attribué les niveaux de biais pour chaque papier, pour chaque biais. Et puis là, on est sur une illustration, donc c'est pédagogique. Il n'y a pas le texte, mais théoriquement, vous allez avoir votre tableau avec votre texte à l'intérieur. Et là, vous voyez qu'on a un paysage des biais maintenant pour chaque publication. Donc, le Manning et Hall, il a une médaille d'argent pour le Research Design, mais il a 3 médailles d'or, plus une 4e ici, une autre médaille d'argent, une médaille de bronze. Le King et Hall, il a une médaille d'argent pour le Research Design. Le seul à avoir une médaille d'or pour le Research Design, c'est Kerton et Hall. Connolly n'a pas de médaille, donc sans doute que ça, c'est un papier qui pose question. Peut-être qu'il n'y a pas de matériel et méthode dans ce papier, donc il était impossible d'attribuer une médaille. Ici, vous voyez que ce papier, King et Hall, c'est pas possible de lui attribuer quelque médaille que ce soit sur le biais d'habituation, sans doute parce que ce n'est pas renseigné. Il y a rien qui laisse penser qu'ils l'ont pris en compte. Donc, vous voyez que vous avez ce genre de choses. Alors, vous aurez sans doute un tableau beaucoup plus complexe parce qu'il y aura éventuellement des extraits de la partie de la publication. Vous auriez copié le texte, copier-coller le texte pour avoir trace de ce que vous avez fait et après vous allez attribuer votre médaille, votre niveau de confiance, mais à la fin vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Voilà quelque chose de plus professionnel, quelque chose qui a été publié, où vous voyez les différents biais. Et puis pour les différentes publications, ils ont attribué du vert, du orange ou du rouge. Et puis vous voyez donc les profils de biais pour chaque papier. Et vous voyez ici, par exemple, qu'on a un papier qui est vert partout. Waouh, il a fait super bien. Donc ça, c'est sans doute une excellente publication. Parce que pour tous ces biais-là, il a droit à une médaille verte, si j'ose dire. Alors que vous voyez que ce papier à côté, il a beaucoup plus de biais qui posent problème, beaucoup plus de risques de biais sur un certain nombre des biais identifiés. Et puis, vous avez des papiers où il y a des mix. Donc, la prochaine étape, ce que je recommande toujours maintenant, c'est d'organiser les papiers selon leur risque de biais. C'est-à-dire que plutôt que de rester sur ce gros fouillis-là, étant donné que vous aurez codé, donc vous aurez quelque part l'équivalent des médailles d'or, d'argent et de bronze, vous allez pouvoir les ranger. Je ne sais pas si c'est ce que ma diapo mesure d'ailleurs. Oui, voilà. Donc là, c'est un peu le fouillis. C'est ce que vous avez obtenu à la fin de votre extraction et de votre codage. Et puis quand vous allez les ranger, par exemple, vous allez mettre en haut les faibles risques de biais. Et on voit comme la diapo précédente que Chapi et Chapeau ici, eh bien, ils cochent très bien
sur tous les biais, c'est-à-dire qu'il y a un faible risque de biais. Faire attention à la sémantique, c'est pour ça que j'aime bien la notion de médaille ici, ou de plus, ou de couleur, parce que ça nous aide à ne pas nous perdre. Ici, on est bien sur une médaille d'or, une médaille, un point vert. Ça marche bien. Le risque de biais, il est faible. Faible, 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 faible. Et puis, vous voyez qu'à la fin du tableau, j'ai rangé tous mes papiers avec des forts risques de biais. Là, j'ai pris des extrêmes. Bien évidemment, c'est souci pédagogique. Ici, on a un papier qui potentiellement est excellent. Ils ont contrôlé tous les risques de biais. Cette manip est excellente. Et puis, par contre, cette manip-là, elle ne vaut pas grand-chose. Elle a sans doute bien des qualités, mais là, au niveau des risques de biais, ils sont forts pour tous les biais identifiés. Et puis, on a ces papiers qui ont des qualités et puis qui ont des limites. Ce qui est très important ici, c'est qu'on ne fait jamais un score total. On pourrait, Ce que l'on peut faire éventuellement, c'est faire des catégories. C'est-à-dire que, je vous le souhaite, vous allez avoir 10 papiers du même profil que chapier et chapeau. Donc, vous allez avoir 10 papiers avec un très, très bon profil. Vous allez avoir 20 papiers comme tic et tac ici, ops, très mauvais. Mais c'est tout. Éventuellement, vous allez pouvoir les grouper, vous voyez. Et puis, vous allez avoir des papiers où ils ont 2 risques de biais faibles, donc bien contrôlés. Donc, Laurel et Hardy et puis X et Y, ils ont en commun d'avoir un profil plutôt pas mal, puisqu'ils ont 2 risques de biais faibles, 2 risques ici. Ici, il a 2 forts, lui, il n'en a qu'un. Donc, à la limite, celui-là pourrait être meilleur. Mais en fait, en disant ça, quelque part, je fais une erreur. Autant j'ai le droit de le dire pour des papiers extrêmes, tout est bon ici, tout est plutôt mauvais ici, autant pour ces papiers intermédiaires, je ne peux pas conclure. Et si je faisais un score, le problème, c'est que j'enlèverais la diversité de ces profils. Ils n'ont pas les mêmes qualités et ils n'ont pas les mêmes limites. Donc, si je commence à scorer, je risque d'avoir des papiers qui ont le même score, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, je préfère garder cette diversité. Pourquoi? Parce que je vais m'en servir pour les analyses. Comment on fait? Donc, plusieurs décisions possibles à ce stade-là. Vous pouvez à ce stade-là exclure totalement les études avec les profils les moins bons. On a vu ce qui était avec des profils de biais, des risques de biais très forts pour tous les biais. Éventuellement, vous pouvez vous dire, celle-là, vraiment, je ne leur fais pas confiance, c'est trop compliqué, je ne vais pas les intégrer. Ou alors, vous allez tout garder, mais vous allez questionner l'influence des biais sur les résultats. Il existe des analyses statistiques pour faire ça, soit des analyses de sensibilité. Je ne vais pas rentrer dans ça, on n'a pas le temps, et c'est de la statistique et ce n'est pas mon expertise. Soit des analyses par sous-groupe. Par exemple, vous allez questionner statistiquement si les papiers avec des forts niveaux de risque partout obtiennent des résultats significativement différents des papiers avec des très faibles niveaux de biais partout. Si je reviens là, si vous avez plusieurs papiers comme chapitre-chapeau et plusieurs papiers comme tic et tac, vous pouvez vous demander si les résultats de ces papiers très biaisés diffèrent significativement des résultats de ces papiers très peu biaisés. Et ça, déjà, vous progressez dans la connaissance. Parce que si vos stats sont significatives, ça veut dire qu'aux décideurs, vous pouvez confirmer le fait qu'il ne devrait pas se reposer sur ces papiers très très biaisés pour prendre sa décision. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cela? C'est toujours ça le problème, c'est que toute cette connaissance qui est dans ces papiers qui ont des qualités et des limites, est-ce que ça peut quand même nous être utile? Et on va voir que soit vous avez des stats, et tant mieux, et vous pouvez faire des stats. Soit vous ne pouvez pas faire de statistiques pour différentes raisons, mais ça ne vous empêche pas de poser des questions et d'utiliser les risques de biais comme des éléments qui vont vous permettre de poser des hypothèses. Les statistiques ici que vous pourriez faire vont vous permettre éventuellement de conclure sur l'influence des biais, parce que vous aurez des statistiques significatives ou pas. Mais même si vous ne pouvez pas faire des stats,
dans ce cas-là, vous allez pouvoir quand même poser des hypothèses sans pouvoir les tester, mais ouvrir au fait que si on rajoutait des études, s'il y a d'autres études qui sont faites et qu'on peut à un moment donné mettre à jour et obtenir la chance, avoir la chance de faire une analyse statistique, alors peut-être qu'enfin on pourra conclure si votre hypothèse est avérée ou pas. Mais ça peut orienter la recherche. Si vous dites, tiens, selon le profil de mes résultats, il semble que tel biais pourrait expliquer la variabilité des résultats que j'obtiens ou le consensus, alors vous allez faire une recommandation en disant dans les prochaines recherches qui sont faites sur ce sujet, il faudrait vraiment qu'on mesure ou qu'on fasse attention à ce biais-là, parce qu'il est possible qu'il interfère sur notre compréhension des résultats. Donc, de toute façon, ça sera utile. Donc, si je reprends de façon illustrée ce que je viens de vous dire, voilà ce qu'on avait au début. Je pars sur, je mets de côté le cas où on a un consensus, mais on pourrait le faire aussi avec le consensus, mais c'est plus rigolo, je dirais, intellectuellement parlant, de regarder un cas où on a de l'hétérogénéité. Donc, voilà ce qu'on avait au début. Maintenant, on a regardé A, B, C, D, E, on a fait notre analyse des biais. Alors, soit on va je vais l'expliquer, je crois, avec le détail. Voilà ce qu'on a au début. Et imaginons que je réorganise mes papiers. Vous voyez, là, j'ai réorganisé l'ordre des lettres d'identification des papiers parce que j'ai fait mes groupes dont je vous parlais. Ici, on a des papiers avec un faible risque de biais. Ils sont très bons, c'est chapi-chapeau, là, tout, faible risque de biais sur une majorité de biais. Donc, des papiers auxquels j'ai mis beaucoup de médailles d'or. Et puis ici, en rouge, on a les papiers qui sont très, très biaisés. Et là, on a les papiers intermédiaires. Vous voyez que ce que j'avais pu espérer, psychologiquement parlant, en faisant un peu de vote counting, parce que mine de rien, on le fait quand on a des graphiques là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus de points à droite qu'à gauche. Donc on peut se dire, il y a des chances peut-être qu'il y a un effet positif de l'intervention sur la population. Et c'est normal d'avoir cette réaction parce qu'on est sur une illustration. J'ai pas mis d'écart type, hein. Non, j'ai fait exprès, parce que si en plus on rajoute des écarts types, ça va être compliqué. Mais voilà, on aimerait bien, tiens, surtout si ça va dans le sens de ce que l'on essaie de démontrer. Mais on a ces papiers-là. Et là, on voit que quand on réorganise en tenant compte de la qualité et de la validité et du risque de biais, eh ben, le paysage change. Et qu'on voit, et bien évidemment, j'ai fait exprès, que si je continue à faire du vote counting ici, eh bien, j'ai quand même un certain nombre de papiers qui sont pas très bons. Or ici, mes papiers très bons, ils sont plutôt dans le sens d'un effet négatif de l'intervention sur la population. Et bien évidemment, encore une fois, j'ai fait exprès. Hein. Vous voyez que ce qui pouvait mener à une conclusion de vote counting en disant globalement l'effet est positif, eh bien, est invalidé ici quand je tiens compte du risque de biais global. Ici, c'est mes profils, c'est mes catégories. Je pourrais faire, je ne suis pas sûre que je l'ai fait pareil. Oui, ça c'est quand j'ai des catégories. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, et là on est vraiment dans la pure science et éventuellement des statistiques, c'est de faire cet exercice biais par biais. J'ai pris le biais numéro 1 et je regarde comment ça change mon paysage. Je prends le biais numéro 2 où je combine le biais 1 et 2. Est-ce que ça change le paysage? Alors quand vous avez des statistiques, vous allez faire des analyses de sensibilité. Mais quand vous ne les avez pas, vous pouvez quand même vous demander, à partir de ce graphique, est-ce qu'il y a des points communs entre ces données en termes de biais? Est-ce que, comme par hasard, toutes ces données à droite ici ont ont un biais en commun? Et ce biais en commun, on ne le retrouve pas dans ces données à gauche. Par conséquent, il se pourrait que ce biais explique une partie, et peut-être 100%, mais une partie de l'hétérogénéité des résultats. Donc, vous voyez, même sans la statistique pour corroborer votre hypothèse, vous pouvez quand même vous poser la question. Et c'est intéressant, on est en train de faire de la recherche, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a de la variabilité. Parce que si ici on est en milieu tempéré et ici on est en milieu tropical,
et qu'on veut donner des recommandations à un décideur, eh bien, on va pouvoir lui dire, ben, si tout est égal et sans biais, on pourrait lui dire, ça, globalement, ça marche en milieu tempéré et ça marche pas en milieu tropical. À part que si j'inclus mes biais et que tout d'un coup j'ai du tropical et du tempéré mélangé, eh ben ça veut dire que c'est pas la bonne explication l'emplacement géographique, c'est qu'il se passe autre chose. Donc voilà ce que j'expliquais ici dans les diapos suivantes. Je reviens à ce que j'ai dit. Vous pouvez définir des catégories et analyser par catégorie, mais dans ce cas-là, il faut à nouveau être transparent. Vous définissez les critères qui vous permettent d'attribuer du rose, du vert et du rouge. Si c'est une combinaison de biais, par exemple, vous prenez tous les papiers verts partout et vous dites bah, c'est des points roses, très haut niveau de confiance. Vous prenez tous les papiers à très fort risque de biais et vous mettez des points rouges, très faible niveau de confiance, très fort niveau de risque de biais. Et puis, vous avez les papiers intermédiaires. Vous avez mis, moi, dans ce cas-là, j'ai mis des points verts, mais vous pourriez mettre différents types de couleurs. C'est à vous de créer vos catégories. Et vous pouvez vous amuser, entre guillemets, je vous le souhaite, même si c'est très laborieux, à faire différentes combinaisons et puis à tester. Dans ce cas-là, on teste le profil, vous voyez, les catégories de profil, mais vous pouvez tester biais par biais. Quels sont les groupes de papier qui ont du faible ici et est-ce que les résultats diffèrent entre le groupe des papiers qui sont faibles pour le biais 1 par rapport aux papiers qui ont fort pour le biais 1. Donc vous avez une matrice ici qui vous permet de questionner dans tous les sens les résultats que vous avez obtenus et d'essayer de progresser dans la compréhension de ce qui se passe. Et si bien sûr vous pouvez éliminer les risques de biais, alors ça confirme éventuellement ou ça renforce le fait que là, ce que vous obtenez ou ce que vous observez, c'est qu'il se passe quelque chose, vous vous rapprochez de la vérité. Vous vous rapprochez d'une confirmation de l'hypothèse ou une affirmation, mais de l'influence de l'intervention sur la population parce que vous avez éliminé l'hypothèse que les biais pouvaient influencer ces résultats. Et donc ça, c'est hyper important de prendre ça en compte et on essaie de pousser dans ce sens. Pourquoi? Parce que sinon, on peut donner des recommandations à des décideurs qui vont ne pas avoir les résultats escomptés. Parce qu'en fait, les résultats sont causés en partie par des biais. Donc, on décrédibilise la science et puis on perd du temps quand il faut agir pour la protection de l'environnement ou pour le développement parce qu'on ne va pas aboutir aux bonnes conclusions. Et c'est quand même notre responsabilité de scientifique de ne pas introduire des biais ou de tenir compte des biais dans les jeux de données parce que c'est sûrement pas le décideur politique qui a la connaissance, le savoir et le savoir-faire pour le faire à notre place. Donc, vous verrez, je vous ai mis un exemple et je vais finir sur ce genre de choses. Il y a des études, elles sont rares à trouver en sciences de l'environnement, mais on progresse et j'espère que ces enseignements contribuent à faire progresser cela pour qu'il y ait des analyses qui tiennent compte des risques de biais. Donc là, vous voyez, ils ont fait une analyse de sensibilité et ils ont invalidé, je crois, enfin, vous relirez, voilà, il n'y a pas d'indication claire d'asymétrie. Donc, ils ont, je relis, voilà. Ils ont éliminé l'hypothèse, ils avaient, oups, pardon, l'avantage de pouvoir faire des statistiques ici. Ils ont mesuré le fait qu'il y avait une hétérogénéité significative. Donc, on a une hétérogénéité là-dedans, même si hein, l'aspect visuel ne nous donne pas l'impression d'une énorme hétérogénéité. Pourtant, elle est significative. Et après, ils voient que il n'y a pas d'effet de la forêt, de la fréquence des feux, du temps écoulé depuis les feux, la saison du brûlage et la zone climatique. OK. The Fay number. Ils ont pas. Alors, le funnel plot, il faudra que je relise. Voilà. Controlled Impact Studies of Abundance. Voilà, ils ont
testé le biais de publication ici, mais avec, c'est ça. Le funnel plot en général, c'est un biais de publication et il montre qu'il n'y a pas de biais de publication. Ce qui confirme le fait qu'ils ont bien pris en compte la littérature grise et qu'il n'y a pas un biais vers des analyses significatives plutôt que un mélange d'analyses significatives et non significatives. Et puis, quand ils font une analyse de sensibilité, ils voient qu'il n'y a pas de résultat significatif, ce qui fait que ils confirment, à mon souvenir, qu'il n'y a pas d'influence des biais qu'ils ont identifiés. Il faudra que je relise ce papier, ça date un peu. Ce que l'on a comme critère d'excellence dans une revue systématique, ou comme ambition en tout cas, d'atteindre en termes d'excellence, c'est bien sûr que la revue évalue, fait l'exercice, fait l'effort d'évaluer les risques de biais, et pas simplement le biais de publication. Le biais de publication est souvent testé en méta-analyse, mais pas les autres risques de biais. Chaque type de biais est évalué et rapporté pour chaque étude. Donc, on veut qu'il y ait une additional file ou supplementary material où on voit ce que les auteurs de la revue ont fait pour évaluer et noter le risque de biais pour chaque étude. Il faut que ça soit mis à disposition. L'analyse des biais est cohérente entre les évaluateurs. S'il y a eu plusieurs évaluateurs qui ont évalué les risques de biais, alors on espère qu'il y a eu un effort et qu'il soit expliqué dans la publication, disant qu'il y a eu une vérification que les évaluateurs procédaient bien de la même manière. Les résultats de l'analyse des biais sont pris en compte lors des analyses quantitatives et ou de la synthèse narrative. J'ai évalué l'autre jour un papier qui était formidable. Franchement, ils ont tout bien fait. Ils ont fait l'analyse des risques de biais, etc. Et ensuite, ils concluent et ils oublient l'analyse des biais. C'est extraordinairement triste parce que tout était là et dans leur conclusion, il n'y a rien qui dit qu'ils ont pris en compte l'analyse des biais. Donc, c'est dommage parce qu'ils ont manqué de savoir-faire, je pense, à la fin. Et puis, quelques exemples. Alors, je vous ai donné toutes les DOI. Ça, c'est la base CEDAR. C'est la base de données que l'on a où on évalue la qualité des revues qui sont faites en sciences de l'environnement chaque année et qui sont publiées et qui ne sont pas toutes des revues systématiques ou qui disent être des revues systématiques, mais qui n'en sont pas. Et là, vous en avez un certain nombre qui peuvent vous servir comme exemple. Vous pouvez aller les lire, voir comment ils ont fait, comment ils ont rédigé, dont 2 qui ont des étoiles d'or, des médailles d'or, c'est le cas de le dire, parce qu'elles sont particulièrement bien faites et bien écrites sur l'analyse des biais et l'intégration des risques de biais dans la synthèse finale. Donc le Harper de 2022 et la Hills de 2018, ce sont des personnes qui font partie de la collaboration maintenant et certaines depuis longtemps, Jackie Hills. Megan Harper, c'est une étudiante en doctorat actuellement et donc vous voyez que les choses évoluent, les choses progressent, mais vous avez des exemples qui peuvent vous inspirer pour vos propres travaux. Je ne sais pas où j'en suis du temps. Oui, non, j'avais prévu 16 heures, donc c'est tout bon. Les outils et les exemples utiles. Alors, vous avez des choses très professionnelles qui sont parfois extrêmement difficiles, à vrai dire. Chez Cochrane, les Risk of Bias, à la collaboration, et puis chez Campbell, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Là aussi, il y a des risques, il y a des outils, il y a des checklists qui peuvent vous inspirer. L'idée, c'est que si vous êtes plutôt sur des choses avec des impacts médicaux, allez quand même voir ce qu'ils font, allez lire pour développer vous-même quelque chose qui soit approprié pour votre question sans avoir l'obligation d'utiliser les mêmes outils ou la même sémantique. L'essentiel, c'est que ça soit intelligible, explicite, reproductible et transparent, mais il n'y a pas d'obligation de faire exactement comme les collaborations font. En médecine, il y a différents outils. Comme je vous l'ai dit au début, ils avaient simplement ROB, Risk of Bias Tool, sur des randomized trials.
Et puis, ils ont développé récemment de nouveaux outils pour les non-randomized studies, pour les non-randomized studies of intervention, of exposure, parce qu'ils s'ouvrent à d'autres protocoles de recherche que les randomized trials. Et je crois qu'il y en a un quatrième, ce sont des outils qui ne sont pas simples en raison du jargon souvent qui est utilisé dans ces outils. Ils se basent pour vous aider sur un algorithme d'aide à la décision. Je ne vais pas commenter, c'est assez complexe, mais là aussi, si ça peut vous aider, allez voir. À la collaboration, on a un collègue du Japon qui a fait la même chose. Il y a donc sur le site internet l'outil qui s'appelle CICAT, j'aurais dû mettre le nom, dont il a fait un premier prototype avec aussi une tentative de faire une règle de décision pour imiter un peu ce que fait Cochrane. Je vais être honnête avec vous, je déteste cet outil. Je le trouve extrêmement complexe, beaucoup trop complexe. Et l'autre jour, avec quelqu'un de l'INRA, on s'y est penché. Effectivement, on va sans doute travailler à une amélioration de la pédagogie de cet outil, parce qu'à mon avis, il y a très peu de personnes qui vont s'en servir. Donc, allez le voir si ça vous intéresse. Mais j'espère que vos remarques sont les bienvenues aussi, si vous allez le voir, parce qu'il faut absolument qu'on l'améliore. Mais c'était un prototype, donc c'est normal, rien n'est parfait dès le départ. Il y a aussi au niveau de la compréhension du niveau de confiance, au niveau médical, il y a une nuance entre la confiance et le risk of bias. C'est pas tout à fait la même chose. Je vous le cite parce que vous risquez de voir ça dans certains papiers, surtout si vous travaillez sur des aspects médicaux ou des aspects santé publique. Mais je ne vais pas ouvrir cette définition maintenant, c'est juste pour vous citer que ça existe et que c'est important, mais c'est un niveau encore supérieur et je pense que je vous ai assez rempli la tête avec des choses pour aujourd'hui. En conclusion, l'analyse critique des articles entrant dans une synthèse de connaissances sert donc à tester et si possible éliminer l'hypothèse que des biais expliquent tout ou partie des résultats obtenus par les différents auteurs. Donc on est vraiment sur un esprit de recherche, sur une analyse scientifique de ce que l'on a, une recherche de compréhension et de faire bouger le niveau de connaissance. On essaie d'évaluer le niveau de risque lié à la prise en compte de chaque article dans la synthèse. Et on tient compte de ce niveau de risque dans la conclusion de la synthèse. L'idée transversale à toute la revue systématique, c'est que là aussi, on vous demande d'être transparent, de donner à voir ce que vous faites, de façon à ce qu'on puisse objectiver, que chacun puisse comprendre ce que vous avez fait et comment vous l'avez fait, les atouts et les limites des articles et de la synthèse. Et puis à la fin, l'idée, c'est d'encourager la recherche de haut niveau. Donc, il ne faut pas oublier que dans une revue systématique, à la fin, on a des recommandations pour la recherche, pour la gestion et pour la décision politique. Et que là, quand on voit des manips qui ont des biais particuliers ou l'influence d'un biais particulier, à nouveau, on peut faire une recommandation à la fin pour une meilleure prise en compte d'un certain nombre de choses ou une amélioration des protocoles de recherche dans le financement de recherche future. Donc, on fait progresser la recherche et la connaissance. On tente de le faire en tout cas. Juste par curiosité, je suis tombée il y a 2 jours ou 3 sur un papier très intéressant, très bien écrit, facile à lire, qui est publié dans les sciences médicales puisque c'est BMC Infectious Diseases, mais qui est, il y a une préoccupation internationale actuellement pour faire augmenter la qualité des systematic reviews et des reviews en général. Et ce papier est un regard critique sur ce qui est fait actuellement dans le monde, ce qu'il faudrait améliorer. Et il est très facile à lire au niveau du style, donc si ça vous intéresse, et il est très très récent, donc forcément il parle de choses mises à jour, donc ça peut être aussi quelque chose que vous aimeriez aller voir de plus près. Et voilà, merci pour votre attention.